je passe la parole à Silene Marquez, ma collègue de São Carlos. OK? Silene? Et bonjour à tous. J'ai un problème avec ma lumière, mais c'est bon comme ça. Oui, bonjour à tous. Je pensais que Worms serait avec vous, avec nous, mais n'est pas là. Ah oui. Il n'était pas sûr, il a dû avoir un empêchement encore une fois peut-être. Mais Ah oui, sans problème. Alors, je suis heureuse d'être avec vous, Katharina, Deborah, mes collègues brésiliens. Alors, on peut commencer c'est la deuxième session, hein, du Brésil Global Bergsonisme Meeting. Je suis Silene Torres Marques, prof de philosophie à l'Université de São Carlos, Brésil. Maintenant, je suis à Paris, mais avec vous. On va commencer avec la présentation de Pablo Zunino. Pablo Zunino, un moment. Pablo Zunino est professeur au Centre de formation des enseignants de l'Université fédérale do Recôncavo da Bahia, docteur en philosophie de l'Université de São Paulo, avec un stage à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a publié deux livres, Deleuze et le labyrinthe de l'image et Bergson, la métaphysique de l'action. A co-organisé autre livre qui s'appelle L'enseignement de la philosophie parmi nous et de la philosophie orientée. Il a expérience dans le domaine de la philosophie contemporaine, travaille principalement sur les sujets suivants. Philosophie contemporaine, la littérature, le cinéma, culture et éducation. Il est actuellement coordinateur du cours d'études supérieures l'acte sensu en philosophie, savoir et éducation. Il est du groupe d'études de recherche en esthétique dans l'Université fédérale do Recôncavo Baiano, au Brésil, au nord-est. Pablo, il va nous présenter une communication dont le titre est Multiplicité, durée et devenir, une réterritorialisation du temps. Il a fait le titre en anglais, Multiplicity, Duration and Becoming, a réalisation of time. C'est bon, Pablo? La parole est à toi. C'est mon collègue. Merci, merci Silene. Oui, ça va bien, le voix. Bon après-midi. Je suis heureuse de participer à cet événement. Je tiens à féliciter l'équipe qui est toute organisée et remercier Deborah pour ses encouragements. Je ne parle français depuis longtemps, quand j'ai fait cette tâche de recherche en 2009, plusieurs ans. Donc, j'ai essayé de faire en anglais parce que l'espagnol et le portugais, qui sont mes langues plus connues, ne sont pas permis. Donc, je vais parler en un français minoritaire pour dire de quelque façon révolutionnaire et résistance pour les prochains événements, admettre les Brésiliens qui parlent portugais et les autres. Mais je comprends, c'est très important cet événement. Et je suis très heureuse de participer, de rencontrer beaucoup de gens que je connais. Donc, je vais commencer. Ici. Multiplicité, durée et devenir. Une réterritorialisation du temps. J'ai choisi les mots les plus difficiles pour parler.
je vais reprendre la finale de la résumé. La différenciation bersonienne de deux types de multiplicité spatiale et temporelle nous conduit à la réception de l'hygiène du problème de Bergson, pour que la puissance créatrice de la vie ne cesse d'engendrer des doubles, des catégories ou des divisions équivoques de l'être, matière et mémoire, temps et durée spatialisée, actuelle et virtuelle. Dans ce contexte, le devenir est devenu par l'excision. Il faudrait alors se confronter d'autres critères pour penser la temporalité en dehors de la durée bergsonienne. Des concepts tels que devenir, ligne fluide et déterritorialisation semblent avoir été pensés plus en termes d'espace que de temps, ce qui conduit à interpréter une possible reterritorialisation du temps chez Deleuze. Mais ma introduction, c'est le bergsonisme retrouvé. Pour élargir cette idée, nous ferons quelques coupés à la fois dans l'œuvre de Bergson et dans l'œuvre de Deleuze, notamment dans l'étape de production avec Félix Guattari, dans 1000 plateaux, précisément dans les plateaux sur le devenir 1730, devenir intense, devenir animal, devenir imperceptible. Mais avant d'entreprendre l'analyse de ce texte, je voudrais faire un bref parcours à travers les 4 livres les plus connus de Bergson, en faisant du même coup un constat de dualisme problématique dans le contexte de la thèse présentée ci-dessus et une ligne de fuite trouvée dans la théorie bergsonienne elle-même, qu'elle soit de la conscience, de la matière, de la vie ou de la société. Alors, 4 points. 1. Dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, l'opposition entre les moi profonds et les moi superficiels, entre la durée pure et la spécialisation du temps, entre la liberté et le déterminisme, est évidente. Mais il y a une description très importante de la notion de degré. La liberté admet des degrés. L'intensité s'apprend par degrés. Enfin, il y a des différences de degrés et de différences de nature. Ces dernières étant responsables de tout ce dualisme théorique, pratique ou tendanciel qui se dissolvent dans la pure durée comme substance, subspécie du rationisme, comme le dira le philosophe dans la pensée la mouvante, rattachant la philosophie de la durée à un type de monisme. Cependant, aucune de ces affirmations du bergsonisme ne nous convainc. Peut-être oui, celui d'un pluralisme de rythme, de durée, très proche de l'empirisme radical formulé par William James. Ce sens musical ou rythmique du temps est le premier élément que nous devons retenir, le rythme et le degré. 2. Dans les passages certes dualistes de matière et mémoire, dont le titre infuse la thèse selon laquelle la durée ne se limite plus à la conscience, mais imprègne aussi la matière, le rôle de rythme de la durée et des degrés de tension et d'extension, ainsi que les contractions et rotations de la mémoire ambivalentes, capables d'éclairer le présent ou de transiter par les différents plans de conscience d'un passé lointain qui dépasse aussi les limites de la conscience individuelle. Donc de la subjectivité dans ces deux versions, profonde et superficielle. 3. Permettez-moi de faire ces sauts dans l'œuvre de Bergson pour tenter de caractériser les bases d'une lecture critique que je pense faire ensuite. En effet, dans l'évolution créative, notre philosophe conçoit une notion de mouvement susceptible de fonder ontologiquement la théorie de l'évolution. Les lignes évolutives divergentes qui ont donné naissance aux différentes espèces du règne animal et végétal auraient une origine commune. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette théorie, je m'intéresse seulement à mettre en lumière la notion d'élan vital comme principe immanent de la vie. Car si le mouvement est producteur et créateur de formes, cela n'a qu'un sens de se demander quoi ou qui a créé le mouvement. Le mouvement est origine et principe. C'est le 3e point
point que nous devons conserver. 4. Enfin, les desserts de la morale et de la religion ont été interprétés comme une application des théories biologiques de Bergson au champ social et à la morale humaine. Abel et fourmi, doués d'instinct, s'opposent à l'intelligence comme pouvoir de fabrication de l'humanité, mais aussi à l'égoïsme et les dangers de l'individualisme que la religion aurait pour tâche de contrebalancer, ce soit par la superstition ou le mysticisme. Encore, sans entrer dans ce débat, je vais juste souligner un autre type de dualisme apparent qui opère dans ce travail, le fermé et l'ouvert. Frédéric Worms, entre autres, a insisté sur la beauté et la utilité de cette opposition. Loin d'être un dualisme substantiel ou théorique, elle nous présente un mouvement pulsatoire, pulsant, d'ouverture et de fermeture, qui est le quatrième élément que je retiens pour l'étude suivante, appelé déterritorialiser le bergsonisme pour reterritorialiser la durée. J'espère que ce post sera bien compris, non seulement parce que vous connaissez l'œuvre de Bergson, mais aussi parce que mon objectif est de préparer le terrain bergsonien à une lecture délésienne, ou plutôt la lecture que j'ai faite en tant que bergsonien de certains textes de Deleuze et Guattari. Avant cela, passons en review la place de Bergson dans l'œuvre de Deleuze. Éric Gallier a signalé que Bergson, avec Nietzsche et Spinoza, forme le triangle vitaliste où Deleuze prend de l'impulsion pour repenser certains problèmes philosophiques. Tel est le cas de la multiplicité qualitative ou multiplicité de pénétration réciproque, que Bergson appelait durée. Cette admirable révolution bergsonienne ramènerait les grands thèmes du bergsonisme comme, je cite Éric Gallier, une série de dualités où un pôle est toujours dynamique et intensif, tandis que l'autre est inévitablement statique du fait qu'il n'y ait au départ que l'enveloppe extérieure est le fait abstrait de la représentation du premier. Fin de la citation. Comme l'anthropode qui change de peu et s'éloigne, laissant derrière lui son ancien carapace. Cette belle image de la biologie et de l'évolution créative et de différences et répétitions marque profondément la pensée de Deleuze. La répétition nue et la répétition habillée dans différences et répétitions, dépassant la seconde synthèse du temps et passé, tributaire de la théorie bergsonienne de la mémoire. Mais le moment crucial où le bergsonisme revit intensément, ce sont les études sur le cinéma. Cinéma 1, l'image-mouvement, et cinéma 2, l'image-temps. Chacun de ces volumes propose un retour à Bergson. C'était sur le mouvement, sa théorie des images et de la perception, l'éloge du premier chapitre de Matière et Mémoire, qui Deleuze a su transformer en la philosophie la plus créative du cinéma, révélant la puissance de l'actualité virtuelle dans une application concrète. Nous passons pour l'étude. Devenir ligne de fuite et plan de menace. Cette contextualisation nous prépare pour la problématisation que je propose avec la lecture du plateau précité, dans lequel le concept de devenir est repris dans ses différentes nuances par Deleuze et Guattari. Mille plateaux propose un système appelé rhizome, par opposition à toute structure, comme celui suggéré par l'image de l'arbre avec ses racines, son tronc et ses branches. Les auteurs examineront d'autres types de connexions rhizomatiques où l'hétérogénéité et la multiplicité sont incompatibles avec la hiérarchie, l'unité et l'organisation. Dans ce plan, le devenir se passe et des lignes de fuite capables de libérer des agencements collectifs se tracent. Dans la section intitulée « Souvenir d'un bergsonien », on retrouve une articulation entre contagion et alliance qui échappe à l'évolutionnisme traditionnel, fondée sur la filiation héréditaire. L'involution créatrice ou rhizomatique, inspirée sur le néo-évolutionnisme,
admettent une communication transversale entre populations hétérogènes. Je cite un long passage du Mille Plateau. Devenir n'est pas une évolution. Si l'évolution passe par de véritables devenirs, c'est dans le vaste domaine de symbiose qu'elle met en jeu d'êtres d'échelle et de règnes totalement différents, sans filiation possible. Il y a un bloc de devenir qui prend la guêpe et l'orchidée, mais dont aucune guêpe orchidée ne peut descendre. Nous préférons donc appeler involution cette forme d'évolution qui s'opère entre hétérogènes, à condition surtout de ne pas confondre involution avec régression. Le devenir est involutif, l'involution est créatrice. Le devenir est un rhizome, ce n'est pas une arbre classifiant ou généalogique. Fin de citation. Fin de cite. Dans Souvenir d'un spinoziste, l'importance des degrés d'intensité indiqués au début est évidente. Je cite une fois. À chaque rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, qui groupe une infinité de parties, correspond un degré de puissance. Les relations qui composent un individu, qui les décompose ou les modifie, correspondent à des intensités qui l'affectent, augmentent ou diminuant sa puissance d'agir. Enfin, dans Souvenir d'un planificateur, Deleuze et Guattari décrivent deux plans ou deux manières de concevoir les plans. D'une part, les plans comme unité transcendante au principe caché que l'on peut considérer comme un moment critique à la métaphysique de l'élan vital, puisque dans ces plans, il y a organisation, développement, structure, genèse, forme, au sujet, organe et fonction. Il opérait en transcendance ou par analogie, Dieu, l'esprit, l'inconscient, la structure du langage, peut-être l'élan vital, s'il est vraiment conçu comme le principe absolu de la vie. D'autre part, les plans de consistance ou de composition opèrent dans l'immanence par univocité. Faire référence aux relations de mouvement, de repos, de vitesse et de lenteur, des molécules et des particules, caractérisées par des hésités, des affections, des individuations sans sujet, des agencements collectifs, des puissances, des longitudes et des latitudes. C'est le plan de la nature, là où il y a prolifération, population et contagion. Ici aussi, l'élan vital, comme puissance au mouvement inhérent à la nature, pourrait aussi fonctionner. En fait, ces deux plans se sont présentés comme des pôles abstraits, séparés seulement théoriquement. Dans les premières s'établissent les stratifications, tandis que dans les plans d'immanence s'opère la déstratification par des mouvements de désterritorialisation. Des lignes de fuite se créent dans ces derniers plans, qui demandent une certaine prudence pour ne pas tomber dans le plan d'abolition ou de mort, comme cela arrive dans certains devenirs animaux et avec la drogue. Dans ces plans aussi, des devenirs et des micro-agencements se produisent, comme le devenir musical, qui s'exprime à travers des vitesses et du temps dans micro-intervalles codifiés d'expansion et de contraction. Il y a donc un seul plan avec des mouvements de reterritorialisation et de déterritorialisation. Le premier renvoie à une état, majorité ou minorité, tandis que le dernier renvoyait au devenir, parmi lesquels devenir minoritaire est une attitude éthique dans le contexte micropolitique. Si l'histoire reterritorialise les privilèges d'une majorité, le devenir révolutionnaire déterritorialise. Dès lors, le devenir sera aussi compris comme anti-mémoire, puisque les souvenirs ont une fonction
de reterritorialisation. On pourrait penser encore à l'opposition entre rhizome et arborescence face à une structure temporelle comme celui du cône bergsonien ou des graphiques temporels de Husserl, car le rhizome est un système ligne-bloc de devenir, différent du système point-mémoire, où il a toujours un point d'origine auquel l'ordre du temps est subordonné. Je ne vais pas développer cette hypothèse, mais plutôt indiquer que dans les rhizomes, il s'agit plus de libérer la ligne que de fixer le point. Tracer la ligne comme une diagonale imperceptible qui traverse les frontières et crée de nouveaux agencements, c'est-à-dire un nouveau type de réalité. En ce sens, devenir à l'état pur, c'est déjà un acte de création. Je passe par les considérations finales. Nous arrivons au point culminant de cette analyse, le devenir musical, où la résonance personnienne reste latente. Deleuze et Guattari disaient à propos de la ritournelle, je cite Deleuze et Guattari, la musique est traversée de blocs d'enfance et de féminité. La musique est traversée de toutes les minorités et pourtant compose une puissance immense. Ritournelle d'enfants, de femmes, d'ethnies, de territoires, d'amour et de destruction. Naissance du rythme. On pourrait établir le catalogue d'utilisation diagonale ou transversale de la ritournelle dans l'histoire de la musique. Le catalogue serait inutile parce qu'il fera croire à une multiplication d'exemples concernant de l'ordre des thèmes, des sujets, des motifs, tandis qu'il s'agit du contenu le plus essentiel et le plus nécessaire à la musique. Les motifs de la ritournelle peut être l'angoisse, la peur, la joie, l'amour, le travail, la marche, le territoire. Mais la ritournelle, elle, est le contenu de la musique. Fin de la citation. Bergson n'est ni le dernier ni le premier à penser la mélodie comme expression de la temporalité, présente depuis l'essai sur les données immédiates dans sa conception de la durée pure. Dans ce passage, l'attention est attirée sur l'importance que la musique acquiert pour les auteurs de mille plateaux dans l'articulation du contenu et de l'expression, ce qui fait aussi écho aux idées de l'auteur de Lederer sur l'émotion musicale. Lorsque nous écoutons une symphonie, dit-il, ce que la musique suggère coïncide exactement avec ce que nous voulons. Nous agissons naturellement avec elle et nous sommes à chaque instant ce que la musique exprime, joie, tristesse, etc. D'où la phrase célèbre de Bergson. La musique, si Bergson, n'aime pas ses sentiments en nous, elle nous met en eux. La musique nous met dans ses sentiments. Qu'est-ce que cela veut dire? En tant que moyen d'expression, la musique est une opération créatrice qui déterritorialise des contenus qui, à leur tour, reterritorialisent. Deleuze connaissait très bien le texte de Bergson, mais pourquoi le citerait-il maintenant en plein vol avec Guattari après avoir engendré tant d'enfants monstrueux avec les philosophes de la durée? La présence et la portée de Bergson ne s'épuisent pas à cette dernière étape de la production deleuzienne, où l'acte de création se manifeste par une écriture sans nom propre, aux sources littéraires, cinématographiques et musicales innombrables, définitivement imprégnées du bergsonisme dans sa forme la plus puissante. Ce que je voulais éclairer dans ce travail qui pourrait nous aider à prévenir le dualisme et le monisme par la compréhension d'un, je cite Deleuze et Guattari, devenir musique du monde. Devenir musique du monde. Diagonale à un cosmos. Dans cette conception de durée multiple en coalescence, il y a une alternance entre le plus grand et le plus petit, ce qui suggère l'idée de relation entre le temps infiniment long des étoiles et des montagnes et infiniment court des insectes et des atomes. Cette puissance élémentaire et cosmique provient du travail rythmique, dans lequel des raies d'intensité et rythmes de durée ne peuvent être réduits
à des pôles à un même plan. Je fais une question pour finir. Y a-t-il une place pour un tel pluralisme dans les philosophies de la multiplicité de Bergson et de Deleuze? Merci. Merci à toi, Pablo, pour cette intéressante communication. C'est juste au temps, un peu plus avant encore. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je peux faire un commentaire? Je ne sais pas, quelqu'un va, Caterina? Est-ce que je peux faire un commentaire, Pablo? Je ne sais pas s'il y a. Mais comment toi, excusez-moi, comment tu peux parler, je veux que tu parles un peu sur la différence, c'est ce que Deleuze et Guattari parlent au plateau sur involution. Je trouve ce thème très intéressant parce que, si j'ai bien compris, j'ai lu quelque chose quelques jours avant, ce qui est intéressant, c'est l'involution par l'évolution. L'involution, c'est créatrice. C'est trop différent de Bergson, né? Parce que la lecture de Bergson, ce n'est pas prédominante à ce moment, mais j'aime beaucoup cette idée d'involution comme avec l'idée de minorité et de reterritorialisation. Vous avez parlé de ça, hein? Involution, minorité, micropolitique et reterritorialisation. Vous pouvez parler un peu de ça, s'il vous plaît? Oui. Oui, merci Silène par l'observation, par la question. C'est le lien où nous pouvons nous perdre dans ce travail. Parce qu'il y a un autre registre. Tout le travail, toute l'exposition, c'est un commentaire sur la philosophie de Bergson, que je suis bergsonien, hein, doctorat, c'est son philosophie. Et la confrontation avec Deleuze, il y a un autre point de jonction, de connexion, qui c'est plus évident. Le travail de Thomas d'Etcheverry aujourd'hui matin sur les différences et répétitions, c'est plus commun. Hein, les études sur le cinéma aussi, mais Mille plateaux, c'est un autre registre. Oui, hein, oui, je connais, oui, oui. Postérieur à l'Antidépôt, livre de philosophie politique, où Bergson reste loin du problème politique. Hein. L'évolution créative, c'est un livre de biologie, de sciences, de métaphysique, mais la question éthique et politique qui se pose dans Mille plateaux n'est pas travaillée par Bergson. Donc, je suis au milieu de ces deux registres différents. Et l'unique partie que j'ai laissée au travail comme une trace de ce problème, c'est ça que tu as remarqué. Les problèmes des minoritaires, des majoritaires, de devenir minoritaire. Oui. Tous les autres problèmes de rythme de duration, les tensions, l'ouvert et le fermé, tout ça marche bien. Mais ici, nous avons en difficulté, non seulement pour comprendre la pensée, mais pour prendre une position personnelle, individuelle dans ces problèmes, parce qu'il n'y a pas lien pour les individus. Nous devons devenir
menor, c'est devenir collectif, devenir multiplicité, et laisser notre individualisme. Oui. Et ça, excusez-moi, ça c'est reterritorialiser, c'est ça? Non, reterritorialiser, c'est le contraire. C'est stratifier, fixer, cristalliser dans le langage bergsonien, cristalliser l'étendue de devenir les microparticules qui composent le monde. C'est ça que la mémoire et la perception font à matière et mémoire. Le dualisme, La cristallisé. perception coupe des objets solides. Oui. À vrai dire, ils sont mouvements et lumière que nous ne percevons pas. Nous percevons avec la mémoire un objet solide et nous-mêmes. Hein. Il serait la coïncidence pour la déterritorialisation. L'évolution, c'est très intéressant aussi, parce que l'évolution indique un progrès, quelque chose de positif, hein, la marche en avant, comme dit Bergson. Et pour lui, évolution signifie percevoir, non pas percevoir, mais vivre dans un monde moléculaire. Devenir, c'est devenir moléculaire. Hein? Corps sans ordre. Une autre proposition. Oui. C'est ça, c'est le même problème. Comme corps sans organe, sans fonction. L'évolution créatrice a tout fondé sur la fonction. Oui. Il y a une déconstruction du bergsonisme, mais de laisser à la prudence de n'hésiter pas Bergson ici, parce que je pense que l'effort du travail, c'est montrer qu'il y a une inspiration éternelle du Bergson dans la pensée de Lésien. C'est difficile. Difficile. De faire Bergson. Oui. La question que j'ai posée aujourd'hui matin, pourquoi en troisième synthèse. Je travaille sur ça. Déjà expliqué tout. Oui, je travaille ce thème-là maintenant. Je travaille ce thème-là maintenant. Mais c'est la même chose. Il faut continuer à philosopher. Nous ne pouvons arrêter pas en Bergson, en Nietzsche, en quelqu'un. Deleuze et plus Guattari, plus encore, a le besoin de continuer à philosopher, de créer de nouveaux concepts, de nouveaux problèmes. Donc, pourquoi j'ai parlé que c'est le moment problématique que tu as remarqué? Parce que c'est difficile pour l'individu majoritaire de devenir meneur, devenir minoritaire. Qui veut le Brésilien qui a voté ce gouvernement dernier? Non, actuel, l'autre. Le pauvre ne veut pas devenir minoritaire. Tout le monde veut devenir majoritaire, devenir européen, devenir parisien, devenir quelque chose de plus minoritaire brésilien. Les Noirs, les ethniques. Deleuze et Guattari, en 1940, proposaient cette attitude éthique que c'est difficile de réaliser dans la vie. Mais nous avons besoin de décider ou faire quelque chose volontairement. Ils pensent que la vie, le devenir, justement, l'événement peut faire ce mouvement de déterritorialisation des institutions, de la normalité, des costumes. Hein? C'est ça la involution. Involution parce que aussi il y a une espèce plus supérieure comme l'homme, hein? L'être humain, qui met avec contagion et alliance avec des autres espèces. Les virus. Oui. Le virus qui nous a désterritorialisé, la pandémie. La pandémie, c'est une désterritorialisation de toute notre vie. Rapidement reterritorialisé, 2 ans pour créer les vaccins,
les protocoles, toutes les situations que nous vivons, ces systèmes de communication académique, réterritorialisation d'un problème de désterritorialisation du coronavirus. Donc, la désterritorialisation, ce n'est pas positif aussi. Les deux catégories de positif et négatif perdent sa fonction. Oui, merci. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui veut faire une question? Émile. Moi, je voudrais faire une... Ah, excusez-moi, il y a déjà... Oui, il y a Émile, Hélène et moi, mais Déborah aussi. D'accord. Émile, On peut même excusez-moi. dire toutes les questions et puis comme ça. Émile, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Silène. Merci à Pablo aussi pour sa communication qui m'intéresse parce que moi, je ne vais pas faire la mienne avant, je parlerai dans 30 minutes, mais ce qui m'intéresse, c'est que je fais une lecture historiciste du thème que j'ai choisi et justement, je parle de Deleuze, comme par coïncidence, je parle de Deleuze et j'essaie de montrer que le fait que Bergson ait choisi plutôt la philosophie plutôt que les mathématiques l'amène à faire une réforme de la philosophie et à impacter une nouvelle façon de philosopher. Est-ce que vous pensez, comme spécialiste de Deleuze, qu'il y a une façon de philosopher chez Deleuze qui dérive de cette réforme bergsonienne, s'il vous plaît? Excellent, excellent. Merci pour votre question. Si j'ai compris bien compris, tu dis que Bergson changeait une philosophie d'origine mathématique ou géométrique, comme les méthodes cartésiennes, par une autre intuitive. Cela, ici Deleuze accepte ou continue ces changements, c'est ça la question? Parce que si Bergson a une influence sur le mode du philosophe délésien. Oui, philosophie délésien. Bien sûr, mais le point, c'est le changement que Bergson a opéré d'une philosophie fondamentée dans la mathématique et la géométrie, comme les méthodes cartésiennes. C'est le sujet qui Émile va parler aujourd'hui. Ah, oui, mais il va parler sur la mathématique et la biologie. Oui. Je suis en train d'essayer de reformuler la question, de répéter pour voir si c'est ça. Si la question c'est ça, je pense que oui, que Deleuze a continué ces méthodes intuitives de philosophie et élargi pour autres champs, les champs de la littérature, les champs du cinéma, les champs si tu prends la différence et répétition, il y a 1000 sources de scientifiques, de littéraires, d'écrivains, Kafka, Proust, les livres sur Proust, les livres sur le cinéma, des autres arts. Donc, ça, sympathie, intuitive, la sympathie bergsonienne de coïncider avec autres champs, autres connaissances, notre connaissance, c'est plus élevé en Deleuze, c'est continué. Merci. Tout le temps, il dit excusez-moi, tout le temps, il dit, je cherche quelque chose qui me force à penser les différents, l'autre, pour me forcer à penser. Bergson aussi, les faux problèmes, nous devons reformuler pour créer concept et nouveaux problèmes. Ces mouvements, ils continuent en Deleuze. Merci Pablo Zenino, merci. Oui, maintenant c'est Caterina ou Déborah. Caterina, s'il vous plaît. Pardon, le micro. J'avais une question très rapide pour vous demander, Pablo, de revenir sur un point que je trouvais très intéressant. C'est quand vous avez parlé de l'ouverture et de la clôture comme d'un mouvement, de deux tendances d'un mouvement, comme d'un mouvement
pulsant. Et je pense que c'est très intéressant de voir ça, pas comme des métaphores spatiales de la morale, de la religion, mais comme ou de la société, pardon, mais comme vraiment des directions d'un mouvement. Et donc de voir cela pas comme un terme, pas un terme d'espace, mais de durée. Et je me demandais si vous pouvez revenir là-dessus, surtout s'il y a chez Deleuze une reprise de cet élément ou pas du tout, d'après votre lecture. Merci. Oui, vous êtes très attentif à ce que je parlais. On apprend. Oui, c'est un autre problème parce qu'en Deleuze, je me souviens qu'il critique ces mouvements pulsatoires ou pulsants, ces pulsations du temps, parce qu'il ramène à l'instant. Donc, l'instant, c'est le problème d'Aristote, l'instant, la division du passé et du présent. Si nous pensons les points, hein, ils pensent en ligne. En ligne, ce n'est pas quelque chose de pulsant. Je vais faire cette comparaison avec les ouvertes et les clôtures bergsoniennes de les deux sources par une exposition de Frédéric Worms et aussi de Boha. Si je suis trompé, tu me parles, oui. La société s'ouvre et se ferme. Nous ouvrions et nous fermons tout le temps. Hein. La mer, c'est notre mouvement augmenter et diminuer. Hein. Comme toute puissance, la puissance spinozienne aussi, puissance augmenter ou diminuer notre puissance, notre affection. Donc, ces mouvements d'ouvert et fermé, nous pouvons rencontrer en divers champs de la vie. Mais rigoureusement, Deleuze a une critique de ces métaphores, de ces comparaisons, parce qu'il préfère la ligne comme une fuite, comme un flux, comme une vélocité, mouvement, latitude, longitude qui pointe au moment qui se répète. Je pense ça en ce moment, mais je dois chercher ces questions parce que c'est très important pour le développement du travail. S'il y a une métaphore partielle de la société, c'est une question en Bergson. Bergson, dans les déserts, il y a les moments de la société fermée et la société ouverte, mais comme un dualisme encore, un dualisme de religion statique, religion dynamique, la superstition et le mysticisme, en pensée dualiste encore. Donc, pulsation, c'est un mot que j'ai trouvé contraire à Deleuze, que c'est le philosophe que j'ai étudié dans ce moment, pour résoudre les problèmes dualistes de Bergson. Penser comme Worms de Boha, quelque chose de la dialectique de la passivité et de l'activité, de l'enfermé et de l'ouvert, quelque chose de dialectique, pas encore dualiste, mais c'est un problème pour Deleuze parce qu'il n'accepte pas dialectique, une pulsation, ni quelque chose comme ça. Merci. Merci, Pablo. On a quelques minutes encore. Déborah, je pense qu'elle veut parler. Non, j'ai déjà entendu ce que j'attendais. Merci. Oui. Il y a encore, parce que Pablo a commencé 7h07. Oui, on est bien. C'est bien. On peut, alors, on va passer